Mesdames, Messieurs, je me présente Arnaud Gatcho, maire de Paris, et je suis chargé des relations internationales et de la francophonie. Je suis l'animateur de cette dernière table ronde, de cette journée extrêmement enthousiasmante, concentrée sur les solutions pratiques qui permettront de lutter contre le changement climatique. Nous arrivons à la fin de cette journée d'échanges passionnants. Des échanges qui ont beaucoup porté sur la COP 21, sur le chemin parcouru, les initiatives des différents acteurs qui s'engagent pour la planète et plus particulièrement sur tout ce que les villes ont déjà mis en œuvre dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Cette dernière table ronde, nous avons souhaité qu'elle se tourne vers l'avenir, un avenir pas si lointain, un avenir qui aurait même dû être le présent. Je parle bien sûr de la COP 26 qui devait se tenir à Glasgow, en Écosse, il y a quelques jours et qui a été reportée d'1 an en raison de la crise sanitaire. À l'occasion de cette COP 26, les États seront invités à présenter leur seconde feuille de route concernant leurs ambitions en faveur du climat et leur contribution aux objectifs de l'accord de Paris. Les enjeux d'adaptation, de résilience, de finances climatiques, de biodiversité, d'énergie ou encore de transport seront bien sûr au cœur des échanges. Des sujets qui ont largement été débattus aujourd'hui parce qu'ils guident l'action des villes. Lors de son discours en mars dernier, Alok Sharma, secrétaire d'État aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle du Royaume-Uni et futur président de la COP 26, rappelait l'importance qu'il y a à décentraliser les efforts. Il évoquait la volonté du Royaume-Uni et de l'Italie, qui co-organisent l'événement, de travailler en collaboration avec les villes, les régions et bien sûr les citoyens. Ce sommet à Glasgow, nous le savons, sera décisif. Et nous pouvons nous réjouir que les États-Unis participent à ce rendez-vous, représenté par John Kerry, envoyé spécial pour le climat du prochain président des États-Unis, Joseph Biden. Nous attendions le retour de nos amis américains dans cette gouvernance mondiale engagée dans la lutte contre le changement climatique. Les collectivités territoriales participent activement à cette lutte contre le réchauffement climatique à leur échelle et au sein d'organisations et de réseaux. Nous accueillons d'ailleurs Emilia Saiz, secrétaire générale de City et gouvernements locaux, dont le rôle est déterminant aux côtés de ses partenaires, dont le C40 et l'ICLI, pour faire entendre la voix des gouvernements locaux dans les négociations des COP successives. Nous aurons aussi le privilège d'entendre Frank Crony, maire des Des Moines en Iowa et récemment élu président du comité exécutif global de l'ICLI, Conseil international pour les initiatives écologiques locales. Dans cette gouvernance mondiale, les ONG ont un rôle essentiel au sein de la communauté internationale. Nous l'avons vu aujourd'hui, elles assurent une veille indispensable, nous informent, nous alertent et agissent concrètement. Nous écouterons ainsi Zoé Lavocat du réseau Action Climate France de la branche française Climate Action Network. En accueillant les COP, les villes ont les moyens de s'affirmer comme des chaînons incontournables des négociations. Glasgow est la prochaine à reprendre le flambeau et c'est sa mère, Suzanne Aiken, qui conclura cette table ronde en nous faisant part de ses attentes vis-à-vis de la COP 26. Je propose à Emilia d'ouvrir ce panel et ma première question est très simple, chère Emilia. Quel est le rapport des collectivités dans l'action menée contre le réchauffement climatique ? Merci infiniment, Arnaud. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir pu me rendre à Paris en personne. Nous avons suivi avec attention et enthousiasme vos discussions. L'enthousiasme était au moins égal à l'enthousiasme qui était le nôtre lors de la COP 21. Nous savons
très bien autour de cette table ronde que l'enjeu est très important. La déclaration de Paris a été signée par de nombreux dirigeants. Nous sommes prêts à réduire les émissions de carbone. Nous sommes prêts à engager la transition énergétique. Nous avons également un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit de changer l'optique des communautés. Il va falloir changer en profondeur et ceci passe par un changement en profondeur des mentalités des consommateurs, des mentalités des producteurs, changement de mentalité des travailleurs, des apprenants. Tous, nous devrons changer de mentalité. Tout ceci est compliqué par la pandémie, on l'a vu. Pourtant, il est possible de continuer d'avancer sur le chemin qui est le nôtre malgré les difficultés créées par la pandémie. Il y a eu de très nombreux exemples qui ont été cités tout au long de la journée de ces avancées. Il y a eu des percées en matière de sensibilisation et de changement d'optique dans de nombreux lieux. C'est très encourageant. Il faut poursuivre nos efforts en ce sens. Il faut que, au-delà des exemples concrets dont nous avons fait état aujourd'hui, il faut transformer, il faut amener un changement en profondeur dans les esprits. Il y a plus de 250 000 maires dans le monde et tous ne sont pas capables. Tous n'ont pas les ressources que vous avez à Paris pour entreprendre ce travail. Il faut les embarquer et la seule manière d'y arriver, c'est de travailler de manière collective et en solidarité. Monsieur le maire de la ville de Des Moines, Frank Kearney, vous avez été récemment élu président du comité exécutif global de l'ICLEI. Quelles seront les priorités de votre organisation? Qu'est-ce qu'elle devra porter lors de ces négociations de la COP26? Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités déjà. En tant que ONG, au Réseau Action Climat, nous avons plusieurs attentes pour cette COP à venir et pour les années à venir, et notamment comment est-ce qu'on pense le futur de l'ONU Climat. Et finalement, comment est-ce qu'on fait face aux différents enjeux à venir? La première attente, c'est celle de la relève de l'ambition, que ce soit de la part des États et des collectivités territoriales. J'y reviendrai plus tard. Nous attendons en tout cas que les pays honorent leurs engagements de revoir à la hausse leur NDC, et notamment en fonction de leurs responsabilités, puisqu'on sait que 80% des émissions de gaz à effet de serre viennent du G20. Donc un enjeu de rehausse de cette ambition, un enjeu aussi de transparence et de redevabilité dans cette COP à venir par rapport à tous ces engagements qui ont été pris par les États et les collectivités territoriales, et un enjeu aussi pour cette COP d'inclusion des acteurs de la société civile et des citoyens, pas uniquement dans les discussions, mais aussi comme partie prenante dans les choix politiques. Et finalement, ce report de la COP par rapport à cette condition sanitaire unique ne doit pas signifier l'arrêt de l'action climatique, au contraire. En parallèle, en complément de toutes ces négociations internationales, il est important que les collectivités territoriales et les États continuent d'agir. Et en tant qu'ONG, aujourd'hui, nous avons identifié 4 enjeux principaux auxquels les collectivités territoriales vont devoir faire face pour agir demain et mettre en œuvre cet accord de Paris. Le premier enjeu, c'est celui du suivi et de la transparence. Vous l'avez dit en introduction, les collectivités territoriales agissent et peuvent agir. Elles ont des compétences clés pour limiter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça nécessite du coup un suivi, à la fois pour permettre un lien de confiance avec les citoyens, mais aussi pour réajuster cette politique en fonction de la situation. Ce suivi, cette transparence, ça doit être aussi une transparence dans les coalitions. Aujourd'hui, les collectivités territoriales travaillent ensemble à travers de nombreuses coalitions, c'est une très bonne chose, mais on manque de suivi, on ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, il y a eu ces engagements forts en 2015 lors du sommet des élus locaux pour le climat, avec notamment ces engagements de 100%
d'énergie renouvelable d'ici à 2050, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80%. Aujourd'hui, il faut que l'on sache où on en est. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Où on en est dans la trajectoire? Donc vraiment un enjeu premier qui est celui du suivi et de la transparence. Le second enjeu qu'on a identifié en tant qu'ONG, c'est celui de la rehausse de l'ambition en tant que collectivité territoriale. Je ne vais pas revenir dessus, on en a beaucoup entendu parler de ces compétences clés sur le transport, la rénovation. Il faut que les collectivités puissent agir, et ceci en lien avec le troisième enjeu. Un enjeu finalement de justice climatique et de justice sociale. Il faut que les collectivités territoriales agissent selon leurs responsabilités. On le sait aujourd'hui, les métropoles occidentales sont plus émettrices en termes de gaz à effet de serre. En France, alors je n'ai pas les chiffres internationaux, mais les 10 plus grandes métropoles françaises émettent 16% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien finalement qu'il y a un enjeu de justice entre territoires au sein d'un territoire, mais aussi à l'international. Il faut que les collectivités les plus émettrices prennent leur part de responsabilité. Cet appel de justice climatique et de justice sociale, il est aussi valable pour les États. Il y avait notamment cet engagement de 100 milliards de dollars de financement pour soutenir les pays en développement pour lutter contre le dérèglement climatique. Où en sommes-nous aujourd'hui? La question se pose aussi du soutien au projet d'adaptation, et c'est vraiment du coup un enjeu fort que celui de la justice climatique. Et le dernier enjeu, je dirais finalement, c'est vraiment celui de comment est-ce qu'on construit au niveau local, comment est-ce qu'on co-construit ces politiques locales avec les citoyens, avec tous les acteurs locaux qui peuvent agir. Pourquoi agir avec eux? Non seulement parce qu'ils sont porteurs de solutions, mais aussi parce qu'ils sont les premiers concernés. Ce sont eux qui sont impactés par le dérèglement climatique. Donc il y a vraiment un enjeu à travailler avec eux, et en plus, cela rend la politique non seulement plus juste, plus adaptée, mais aussi plus pérenne. Et finalement, pour conclure cette prise de parole, et je vous remercie en tout cas de m'avoir donné l'occasion de parler, finalement, le dernier enjeu, on l'a tous et toutes dit aujourd'hui, c'est celui de cette crise sanitaire qui nous met face à un constat, c'est l'interdépendance des crises. Aujourd'hui, cette crise sanitaire, elle est liée à la crise climatique, elle est liée à la crise économique, elle est liée à la crise sociale. Et de fait, la réponse à la crise sanitaire comme à la crise climatique ne doit pas se faire en silo, mais de manière transversale. Et donc, quand on pense des politiques climatiques, que ce soit au niveau international, national ou local, il faut que cette réponse permette à la fois de réduire les inégalités sociales, mais aussi de créer un environnement de qualité, de créer des emplois, d'améliorer la qualité de l'air, de répondre à des questions de santé publique, de protéger la biodiversité. Donc vraiment, un enjeu à penser cette réponse de manière globale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Zoé l'avocat, pour votre intervention. Maintenant, Monsieur le maire de la ville de Des Moines, Franck Crony, je disais, vous avez été récemment élu président du comité exécutif global de l'ICLEI. Quelles seront donc les priorités de votre organisation et qu'est-ce qu'elle devra porter lors de ces prochaines négociations de la COP 26? Eh bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous pour représenter l'ICLEI en tant que représentant de notre comité mondial. L'ICLEI a été créé en 1990. C'était notre façon de participer au sommet de la Terre de 1992 avec des représentants des collectivités locales en créant un réseau qui comprenait plus de 1750 collectivités locales et régionales qui étaient engagées dans la voie du développement urbain durable. Et dans les pays développés, évidemment, nous faisons avancer des politiques qui vont dans le sens de la réduction des émissions, des mesures qui vont dans le sens de l'économie circulaire, de la réduction de l'empreinte carbone. En 1992, il y avait 9 groupes d'acteurs, notamment les collectivités locales, qui ont été identifiés comme étant les partenaires qui étaient au centre de la société pour la mise en place d'un agenda, d'un programme pour un développement durable. Les différents acteurs représentant les collectivités locales, sous l'égide du cadre de la Convention
Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et depuis la première conférence des parties en 1995, la COP 1, la loi sur le développement durable a été en quelque sorte l'acte constitutif de notre organisation qui établit des relations avec le secrétariat, toutes les parties contractantes pour réunir des dirigeants à l'échelle locale et internationale, toujours dans le cadre de la Convention des Nations Unies. Alors, l'un des grands enjeux au cours des 20 premières années du régime sur le changement climatique n'était ni le protocole de Kyoto ni la Convention cadre, puisque on ne reconnaissait pas dans ces conventions, dans ces protocoles, le rôle des villes ou des collectivités locales. Donc, c'est en s'appuyant sur le travail des collectivités locales et la mise en place d'un réseau de villes et de régions. L'accord de Paris, d'ailleurs dans son préambule, reconnaît l'importance et l'engagement de tous les niveaux du gouvernement, c'est-à-dire en particulier les collectivités locales et les municipalités ont été invitées à agir sur le climat avant l'accord de Paris, mais c'était toujours des actions qui étaient prises à titre volontaire et qui n'ont pas été prises en compte ni au niveau national et encore moins international. Mais à partir de l'accord de Paris, les villes et les régions sont devenus des partenaires à part entière du régime de lutte contre le changement climatique, et ceci a donné des responsabilités supérieures à tous ceux qui agissent au niveau local. Et maintenant, avec l'accord de Paris, les villes et les régions, les municipalités et les collectivités locales sont tenues de respecter ces objectifs. Et grâce à cette responsabilité, les objectifs de neutralité carbone, l'échauffement d'1,5 degré prévus par l'accord de Paris, tout cela doit s'intégrer dans la planification locale et régionale. Et à partir de l'accord de Paris, les succès ou l'échec de ces mesures dépendront bien entendu de l'efficacité des maires et des autres élus locaux à travers le monde. Et donc, avant Paris, il y avait déjà quand même 500 villes qui travaillaient sur les mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du climat. 5 ans plus tard, donc en novembre 2020, il y a maintenant plus de 1000 villes et 1000 régions à travers le monde, dont plus de 300 zones d'urgence climatique qui ont adopté des objectifs de neutralité carbone. Et il y en a 3 ans qui sont en transition vers une énergie à 100% renouvelable et l'élimination des combustibles fossiles. Et bien avant l'accord de Paris, ces acteurs ne faisaient même pas partie du débat, mais entre-temps, de plus en plus de villes à travers le monde connaissent des catastrophes naturelles de plus en plus importantes, des feux de forêt, des incendies de forêt, des ouragans, des sécheresses, des inondations. Et il y a 3 ans, c'était les chefs d'État qui ont parlé du climat en raison de la nécessité juridique et diplomatique de le faire. Mais maintenant, chaque investissement, chaque discussion au niveau local tourne autour de ces questions climatiques. Autrement dit, cette question est devenue au centre des débats et il existe un fonds mondial qui attire aussi bien les investisseurs privés que publics autour de projets qui vont dans le sens de la construction climatique, avec plus de 60 projets qui sont déjà prévus au titre de ces investissements, avec près de 2,5 milliards d'euros qui sont déjà sur la table. Aux États-Unis, l'accord de Paris demande une approche intégrée et holistique au développement durable et à l'éducation au climat. Eh bien, aux États-Unis, vous avez déjà un soutien apporté au réseau, puisque 233 collectivités locales se sont engagées dans la voie de la transition énergétique en se débarrassant progressivement des combustibles fossiles et en prenant des mesures d'adaptation au changement climatique. Ces mesures doivent suivre la science. Il existe une base de données basée sur les faits aux États-Unis qui maintenant atteint plus de 2000 exemples qui viennent d'autorités, de collectivités locales aux États-Unis. Et il y a eu la première délégation citoyenne à la COP23, la première délégation citoyenne américaine pour montrer que notamment la jeunesse souhaite organiser
ces échanges avec leurs autorités pour que les gouvernements puissent être tenus responsables de leurs actions climatiques. Et c'est ainsi que les collectivités locales se sont efforcées d'intégrer leur politique, et notamment leur politique d'emploi, autour de ces objectifs et de construire peu à peu une économie verte, surtout depuis l'arrivée de la crise sanitaire. Le succès de la COP26 se fera si l'action menée dans nos capitales et localement se révèle à la hauteur de nos attentes. Pour l'instant, les objectifs annoncés ne sont pas encore compatibles avec l'accord de Paris. Pourquoi? Parce qu'ils ont été préparés avant l'accord de Paris. Et donc, les plans nationaux ne peuvent pas être à la hauteur des attentes de cet accord. Mais l'objectif, notamment de la neutralité carbone, n'était pas en place à ce moment-là. Mais la COP26 ne prendra tout son sens que si les pays présentent leur nouveau plan avec de nouvelles ambitions, de nouvelles actions. Et cela ne pourra se faire que si les pays font participer leurs collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre de ces programmes. Nous avons vu le succès du Japon et de la Corée qui ont justement associé leurs collectivités locales à ces initiatives, et même la ville de Bonn en Allemagne s'est engagée à la neutralité carbone en 2025, 5 ans avant la date fixée. L'Allemagne s'est lancée dans cette voie. La Grande-Bretagne, avec Bristol et quelques 400 villes britanniques, entendent atteindre ces objectifs plusieurs années avant la date fixée par l'administration centrale. Et donc, Glasgow déjà a défini des ambitions, a défini des objectifs plus ambitieux en participant à la course vers zéro d'ici à 2030, mais avec une division par 2 des émissions avant cette date. Vous avez déjà l'exemple du Japon, mais également de la Corée, du Chili, du Rwanda, de sorte que de plus en plus de pays intègrent leurs collectivités, leurs autorités locales dans leur programme, et cela suppose des nouvelles formes d'investissement. Le 4e grand pilier, c'est l'action climatique associée à la réaction à la crise sanitaire, et 5e, le lien entre le climat et la nature et l'économie circulaire. Enfin, 6e, avoir des gouvernements qui soient orientés vers l'écologie, c'est-à-dire que la jeunesse, la famille doit être associée au débat ministériel avant la COP26. Et enfin, 7e, comme Susan Aitken, la maire de Glasgow, pourra vous le confirmer, le 7e objectif est de lier l'action climatique à la justice et l'équité climatique. Voilà, ce sont toutes les références de notre organisation qui travaille avec notamment la ville de Glasgow, mais nous sommes prêts chez nous à faciliter la voie vers la COP26 à Glasgow. Eh bien, merci, Monsieur le maire Frank Carney, merci pour cette vision. Nous allons accueillir Cristina Figueres, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat de 2010 à 2016. Bonjour. Yes, hello, Welcome. thank you very much. Bonsoir, et je tiens à remercier la Ville de Paris de nous avoir invités. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Avant de parler de la perspective de la COP26, il faut quand même se rappeler où nous en étions il y a 5 ans, lorsque nous préparions encore la COP21, juste après les attentats terroristes à Paris, les plus épouvantables que la capitale française ait jamais connue, et c'était la France et le monde entier qui étaient sous le choc. Donc, tout d'abord, mes remerciements, toute ma gratitude au courage de Madame le maire Anne Hidalgo et Monsieur Laurent Fabius qui ont été à nos côtés, Emmanuel Macron, Monsieur Roland qui était déjà
présents à l'époque. Enfin, c'était des circonstances particulièrement douloureuses dans lesquelles la COP21 a été organisée. Mais toute ma gratitude également à chacune des délégations des 195 nations qui ont eu le courage d'adopter dans l'accord de Paris un objectif à long terme qui, il y a 5 ans, nous paraissait impensable, voire impossible. Et c'est évidemment l'idée d'arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais il y a 5 ans, cet objectif à long terme semblait complètement impossible pour la bonne et simple raison que personne ne savait comment on arriverait à atteindre cet objectif. Eh bien, 5 ans plus tard, où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous marquons l'effet Paris, car il y a 5 ans, il n'y avait pas un seul pays sur la planète qui pouvait s'engager à la neutralité carbone d'ici à 2050. Et aujourd'hui, 63% de l'économie mondiale, si l'on regroupe tous les pays, se sont engagés à cette neutralité carbone. Le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon, le Chili, le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande et à nouveau les États-Unis, pour ne citer que ces grands pays. Mais demain, lors du 5e anniversaire de l'accord de Paris, ce sera plus de 100 pays qui auront adopté cet objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Ceci aurait été complètement impensable il y a 5 ans. Et donc, c'est ce que j'appelle l'effet Paris sur les gouvernements nationaux. Maintenant, dans le secteur des entreprises, plus de 1000 entreprises se sont associées à cette course vers la neutralité carbone et se sont engagées, là encore, à ce résultat de neutralité carbone d'ici à 2050. Vous avez un nombre croissant d'entreprises qui se sont engagées à cet objectif d'ici à 2040, voire 2030. Vous avez un nombre croissant d'entreprises qui pensent même avoir renversé la donne d'ici à 2030, c'est-à-dire passer d'un passif à un actif, une situation d'équilibre dépassé. Et nous avons, autrefois, on comptait sur le doigt d'une main le nombre de villes qui avaient cet engagement. Il y a 5 ans, il n'y avait aucune ville. Aujourd'hui, il y en a des centaines et des centaines de villes qui vont se donner cet objectif. Bientôt, ce sera des milliers de villes qui vont se joindre à cet objectif ambitieux. Et c'est là encore que l'effet de Paris, finalement, touche les familles urbaines. Et c'est là qu'on peut sentir la différence, parce que les villes qui réduisent, qui suppriment pratiquement leur empreinte carbone, auront une meilleure gestion des déchets, une meilleure production d'énergie, une meilleure qualité de vie pour les familles et les individus qui y vivent. Et l'effet de Paris est tel que, alors qu'avant l'accord de Paris, la trajectoire mondiale allait de 4 à 5 degrés d'échauffement d'ici à la fin du siècle. Aujourd'hui, notre rapport nous montre que nous allons dans la direction de 2,1 degrés, ce qui constitue un changement du tout au tout par rapport à où nous en étions il y a 5 ans. Alors, nous ne sommes pas exactement là où nous voudrions être, à 1,5 degré, mais enfin, c'est quand même une amélioration considérable. Et une dernière observation sur le projet. Il y a 5 ans, nous n'avions aucun secteur de l'économie mondiale qui était, en tout cas en parité de coût pour ce qui est du choix des technologies. Or, 25% aujourd'hui des secteurs, et notamment tous ceux qui touchent à la production d'énergie, en raison de la réduction du coût de l'énergie renouvelable, 25% de l'activité présente des solutions de rechange à parité de coût par rapport à celles qui s'appuient sur les combustibles fossiles. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que la trajectoire actuelle nous montre d'ici à 2030, c'est-à-dire dans 9 ans, quelque 75% de toute l'activité économique aura réalisé des solutions de rechange propres à coût égal, à parité de coût. Alors donc, des progrès considérables, spectaculaires, extraordinaires ont été réalisés par rapport à là où nous en étions il y a 5 ans au moment de l'adoption des accords de Paris. Mais par
par rapport à ce que nous dit la science, nous sommes quand même à la traîne. Donc, nous sommes bien mieux placés que où nous étions en 2015, mais nous sommes toujours à la traîne par rapport à ce que nous devrions faire selon la science pour protéger le bien-être de la planète et de l'humanité. C'est la raison pour laquelle la COP26 sera si importante, parce que nous attendons d'elle l'effet de Paris, c'est-à-dire nous espérons retrouver cet effet, nous espérons que cet effet poursuivra sa croissance exponentielle pour que les efforts de chacun pourront se cumuler et de nombreux engagements seront pris dès demain, mais nous espérons que d'autres engagements suivront dans l'année suivante et seront officialisés lors de la COP 26. Donc, c'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons la COP 26. Eh bien, grand merci, Cristina Figueres. Il vous revient donc de clore ce cycle de discussion. Vous recevrez donc en novembre 2021 la COP 26, période de grande intensité pour la ville hôte. Cette COP sera d'autant plus attendue que le temps de préparation des négociations aura été prolongé à cause de la situation sanitaire que nous connaissons. Madame la maire, qu'attendez-vous de ces négociations ? Quel sera le message que vous souhaiteriez transmettre aux organisateurs et aux partis que vous accueillerez, ainsi qu'à l'ensemble des citoyennes et citoyens qui regarderont ces négociations? Merci.